Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 17 mars et souvenez-vous, il y a 5 ans, jour pour jour, la France était cloîtrée à la maison. Au départ, le confinement devait durer 15 jours, il durera finalement 2 mois. Le ou la Covid-19, qu'on appelait plus simplement coronavirus à l'époque, a totalement bouleversé notre quotidien. Une situation inédite où la société s'est arrêtée de tourner, à l'image des commerces stoppés dans leur activité. Retour dans le passé. Françaises, Français, nous sommes en guerre. Lundi 16 mars 2020, dans un discours aujourd'hui historique, Emmanuel Macron ordonne le confinement. Justine, gérante d'un imprimeur, racontait à l'époque au micro de Maritima la journée folle qui s'en est suivie. Ça a vraiment été un autre monde. À partir de midi pile, toute la matinée, il y a eu une énorme foule, que ce soit chez moi, à Carrefour, à la boulangerie. C'était vraiment affolant. Et à partir de midi, plus personne. Comme pour Justine, ce sont des milliers de commerçants qui doivent repenser, voire arrêter leur activité. Les lieux de sociabilité sont contraints de fermer. Anthony était patron d'un restaurant. C'est très difficile. Personne n'était prêt à tout ça. C'est dur. C'est très dur. Très très dur. Voilà. Il faut être fort émotionnellement. Il faut être solide sur plein de choses. J'ai mis mon personnel au chômage technique. Pas le choix. Pas les moyens. Donc on ne peut pas se permettre. En tout, le secteur de l'hôtellerie-restauration perdra près de 240 000 employés entre février 2020 et février 2021. On va dire que les petits restaurateurs comme moi, ils ont un gros problème, c'est qu'on est encore sous crédit, on sourit, on est gentil, on fait bonne figure, mais on est quelques-uns dans le coin à être comme ça. Et s'ils nous confinent pendant tant de temps et qu'on n'a pas de solution avec l'État, ou pas d'aide ni quoi que ce soit, ça sera la clé sous la porte. Face à un PIB qui connaît une chute de 13,8% au deuxième trimestre 2020, record depuis 1949, l'État va prendre un ensemble de mesures pour venir en aide aux entreprises. C'est le fameux « quoi qu'il en coûte » d'Emmanuel Macron. La visière est obligatoire ou le masque. Mais l'important, c'est qu'on puisse retravailler. On est content de retravailler. Le 2 juin 2020, les terrasses réaccueillent du public, retrouvailles de courte durée. Quelques mois plus tard, un nouveau confinement sera imposé. Quelques semaines plus tôt, les premiers Français rapatriés de Chine avaient été confinés dans un centre de vacances à Carry-le-Rouet. On en parle demain matin à la radio. En attendant, on continue cette page Covid 5 ans après avec le témoignage d'Ali Mofredj, médecin réanimateur à l'hôpital de Salon-de-Provence. Il se souvient d'une période difficile où personne n'était préparé à vivre un tel bouleversement. Une période forcément extrêmement difficile. Travailler dans l'incertitude, la crainte du lendemain, sans savoir où on est. Et puis, à l'époque, souvenez-vous, il y avait le manque de moyens. Toutefois, ce fut aussi une période formidable de sentir la générosité, la solidarité de nos concitoyens. Les casseroles à 20h, les couturières qui nous faisaient des tabliers, des concitoyens qui nous fabriquaient des visières, des masques en imprimante 3D. Donc c'est un mélange de tout ça, mais instantanément c'est évidemment l'incertitude du lendemain qui dominait. On était face à un virus dont on ne connaissait rien et qui, dans sa première partie d'épidémie, était extrêmement virulent. On n'avait pas de traitement, on n'avait pas de moyens de protection. Et puis l'hôpital était extrêmement démuni. On n'avait même pas de masque, on n'avait même pas de surblouse. C'était toute cette tension-là et évidemment a retenti sur le moral des soignants. On avait utilisé des sacs poubelles, des camisoles de peintre. Et pour clore cette page Covid, à Istres, ce week-end, un rassemblement était organisé par Covid Long Solidarité afin de sensibiliser à cette maladie et réclamer une meilleure prise en charge. Le but, accompagner les malades dans leur parcours de soins, leur démarche administrative et leur apporter un soutien moral. Environ 500 patients ont déjà bénéficié de cette aide depuis environ 5 ans. On écoute Priscilla Ribeiro, présidente de l'association, et Christelle Pérez, 54 ans, atteinte elle-même du Covid Long. On voit arriver malheureusement, et ça c'est une réalité, tous les jours des patients sur nos réseaux sociaux, que ce soit via le site internet, via Instagram, via Facebook. J'ai même eu des membres qui sont venus devant ma porte. Alors la maladie est reconnue par la HAS, par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de santé. Le ministère aujourd'hui a communiqué pour le 15 mars, à l'occasion de la journée internationale. C'est la première fois qu'il le fait, donc on les en remercie quand même. Mais au-delà de ça, si vous voulez, quand vous êtes sur le terrain en tant que patient, que vous cherchez à vous faire prendre en charge,
Socialement, quand vous essayez d'avoir ne serait-ce que la LD, la reconnaissance en invalidité, la reconnaissance adulte handicapé, pour certains, c'est très très compliqué. Oui, ma vie a changé, je ne travaille plus. Au niveau social, en fait, on s'aperçoit que nos amis maintenant, c'est les amis Covid long. On ne peut pas sortir parce qu'on est tellement fatigué que même un dîner chez des gens, c'est une torture. Une fatigue intense et puis des douleurs. Je ne peux pas rester assise plus d'un quart d'heure, sinon j'ai mal au dos. En fait, c'est comme nos muscles se tendaient tout le temps en fait. Plus les douleurs neuropathiques aussi, des brûlures partout dans le corps. Donc tout ça associé, ça fait qu'on ne peut plus sortir, on ne peut plus vivre. Mon mari est infirmier, moi, donc il comprend le truc. Donc j'ai de la chance là-dessus. Là, on est content parce que grâce à l'association, on a pu voir des gens qui sont comme nous et on se dit tiens, je suis pas folle parce qu'au début, on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive quoi. Des propos recueillis par Nordine Ali Saïd. Le mois de mars est un moment important pour les étudiants de la France entière, un moment où l'on se positionne notamment pour le passage des licences en master. Mais à cette période, les places sont loin d'être garanties et certains redoutent d'être laissés sur le carreau et de ne pas intégrer le master qu'ils souhaitent. Écoutez à ce sujet quelques étudiants rencontrés dans la matinée par Bérénice Vazac au campus Saint-Charles de l'Université Aix-Marseille. C'est dur de ne pas être pris en master et faut avoir des bonnes notes et réussir son année. Il y a très peu de place par rapport au nombre qu'on est En fait, il y a très peu de sélection au sein de la licence. Et du coup, en L3, on se retrouve à être 700-800 pour 200 places en master. Donc voilà, c'est assez stressant dès maintenant. J'espère être prise, mais il y a l'angoisse tous les jours. Postuler à plusieurs masters ? Oui, dans plusieurs villes aussi. Combien de masters ? 14, parce que c'est le nombre maximum. Je connais plein de monde qui au final se sont retrouvés dans des masters qu'ils ne voulaient pas avoir parce qu'ils n'avaient pas le choix. Les inscriptions en master pour l'Académie Aix-Marseille se font jusqu'au 24 mars 2025 sur la plateforme monmaster.gouv.fr. Deux pertes tragiques dans le monde du cinéma. Bruce Dombolo, l'ancien braqueur devenu acteur, vitrolé, est décédé dans son sommeil dans la nuit de vendredi à samedi à l'âge de 39 ans. Il a été connu à la télévision, notamment dans les films de Sage-Femme ou Vision. Et une autre disparition tragique, celle de l'actrice belge Émilie Dequesne. L'actrice est décédée hier à l'âge de 43 ans des suites d'un cancer rare appelé carcinome cortico-surrénalien. Elle avait été révélée par le film Rosetta des frères Dardenne. Dans ce journal, on revient évidemment sur le classique en sport. On ne change pas les mauvaises habitudes. Hier, l'Olympique de Marseille a chuté à Paris au Parc des Princes face à un PSG en forme. Une défaite 3-1 malgré le contenu d'un match plutôt intéressant par rapport aux sorties précédentes. Amine Gouiri a même redonné espoir en début de deuxième mi-temps en réduisant l'écart à un but seulement. Mais le contre son camp de Paul Lirola a définitivement scellé le sort de la rencontre. Retour sur ce match avec les réactions de Léo Balerdi, le défenseur, et du coach Roberto De Zerbi. Oui, c'est frustrant pour nous parce qu'on est venu à chercher la victoire, c'est clair, non? Mais après, on a pris des buts évitables, je pense, dans la première mi-temps. Et après, on a essayé de revertir, mais c'était dur aussi. Quand tu sors d'un match comme ça, où tu perds 3-1, où tu as eu quand même quelques occasions, des situations, est-ce que vous avez des regrets ce soir? Oui. Vraiment, les vestiaires, on a senti ça, qu'on avait des regrets parce qu'on pouvait égaliser. Après, quand on était dans les meilleurs moments des matchs, et on a pris les troisième buts. Donc, c'est frustrant. Mais maintenant, il faut changer la page. Et il faut penser dans les prochains matchs qu'il reste 8 matchs très importants pour nous. Oui, en ce qui concerne la première mi-temps également, parce qu'on a encaissé 2 buts. Le premier sur une situation qui n'était pas simple, mais même plus que ça. Et la deuxième également. Ce but-là, honnêtement, c'est une situation simple à lire. Et aussi parce que dans la première mi-temps, on a eu des occasions de but. Alors, c'est vrai que j'étais loin du but de Donnarumma, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même eu des occasions, surtout celle de Dedić. Et après, une fois que le match était relancé, c'est vrai, avec le but de Gouiri dans la deuxième mi-temps, on a marqué contre nous-mêmes. Donc évidemment qu'on en est désolé, c'est dommage.
Parce qu'au final, c'est vrai que tu peux perdre contre le PSG, et surtout en ce moment, c'est l'équipe qui est sûrement la plus forte d'Europe. Parce qu'avant, ils avaient beaucoup de joueurs forts, mais il y avait l'équipe qui manquait. Et maintenant, ils ont des joueurs forts. Et un entraîneur qui a fait que le groupe est vraiment devenu équipe unie. C'est ça la différence. Donc c'est difficile de jouer contre eux. Mais moi, ce qui fait que je rentre chez moi triste, c'est d'avoir encaissé 3 buts bêtes qu'on aurait pu éviter. Les 3. Le premier, je pense que je vais en faire des cauchemars jusqu'à Reims. Côté parisien, la satisfaction était évidemment de mise. La victoire dans le Classico clôture une semaine quasi parfaite pour le PSG. Cela n'a pas empêché l'entraîneur Luis Enrique de saluer la performance marseillaise. C'est évident qu'un classico, c'est toujours une motivation, c'est toujours quelque chose qui stimule pour tous les joueurs des deux équipes. Et je crois qu'on a vu un beau spectacle footballistique sur le terrain. En termes de sportivité, les deux équipes ont tenté de jouer leur football. C'est difficile de prendre le ballon à l'Olympique de Marseille, c'est encore plus difficile de prendre le ballon au PSG. Je crois que du côté des entraîneurs, nous avons tenté de jouer nos cartes et en ce sens-là, on a vu un grand match. Mais c'est évident que quand tu joues après un match comme le match de Liverpool, après une semaine aussi particulière pour nous, nous avons eu la chance d'avoir un classico parce que ça nous a maintenus attentifs, mais je pense qu'il nous a manqué un petit peu cette fluidité que nous avons habituellement, mais je suis très content de la performance de mon équipe, très content du soutien de nos supporters et je crois que ça a été une soirée presque parfaite pour nous. L'OM est toujours deuxième de Ligue 1 à 8 journées de la fin du championnat. Les Marseillais comptent 2 points d'avance sur Nice et Monaco. Prochain match dans 15 jours. Après la trêve internationale, les Marseillais iront à Reims, alors que dans un même temps, Monaco et Nice justement s'affronteront au stade Louis II. Et c'était une première en France. Le Classico PSG-OM a été diffusé dans les cinémas en IMAX. Une initiative qui a séduit les quelques 300 supporters présents dans la salle. Et malgré le résultat, l'ambiance était au rendez-vous. Réaction au micro de Flavio Noriga. Moins qu'au stade, c'est normal, mais bon. C'est non, pas mal. Mais disons que tu vois plus de choses qu'au stade. Au stade, des fois, les buts, tu les vois pas parce que tout le monde se lève, tu vois mal. Là, moins, tu vois toutes les actions, tu vois même le jeu avant qu'il se déroule. Sur le but de Marseille, comment ça a été l'ambiance dans la salle? Ah, la folie, c'est sûr. Et encore, j'aurais voulu que ce soit Rabiot qui marque. Ça m'aurait fait plaisir. Un beau pied de nez. L'expérience s'est bien passée. Même, je pensais que ça allait mal se passer, mais ça s'est bien passé. Bonne ambiance, on s'est régalé, franchement, c'était très bien. Ça vaut pas le stade quand même, ça vaut pas le Vélodrome. Non, mais sinon, c'est bien, bonne ambiance, on est bien installé. Dommage le score, mais sinon, tout est bien. Franchement, c'est bien passé. Ouais, c'est plutôt pas mal comme expérience. Après, là, on est prêt, donc c'est très. C'est un peu près, je pense qu'un peu plus haut, ça serait plus sympa. En tout cas, l'expérience, elle est sympa et c'est à renouveler, je pense. Et puis, avant de se quitter, un mot du FC Martigues qui concédait le nul contre Pau vendredi soir. On notera la belle performance de Karim Tlili qui a ouvert le score sur un superbe ciseau et qui a doublé son compteur pour égaliser en fin de partie. Statu quo au classement puisque les 100 et or restent 17e à 1 point du barragiste Clermont. Bonne soirée à tous sur Maritima.